sais, le développement, c'est ça aussi. C'est pas juste développer les compétences, c'est aider les gens à voir au-delà de leur façon de voir le monde actuel, puis de les aider à mieux répondre aux exigences de l'environnement. Puis pour nos leaders, les plus seniors, ben c'est la complexité, c'est l'incapacité de juste dire voici la direction, voici les principes, voici où on s'en va. C'est d'être obligé de se réinventer constamment. Si tu ne peux pas le faire pour toi, ça va être extrêmement difficile de le faire pour ton entreprise, puis d'inciter les autres dans ton entreprise à mettre de côté quelque chose qui est important pour eux, puis d'emboîter le pas dans quelque chose qui est très paradoxal des fois. Donc. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'hôtesse de ce podcast, celle qui fait en sorte avec mes complices Charles et Rosalie que le podcast sorte à chaque semaine. Donc, à date, on va toucher du bois, mais on est assez constant. Ça fait déjà plusieurs mois, j'en reviens pas. Là, on est rendu à l'épisode, si je ne m'abuse, 33. Oui, donc l'épisode numéro 33 cette semaine. Et on parle avec ma coach, encore une fois, qu'on a reçu à l'épisode 24. Vous l'avez peut-être déjà écouté. Sinon, allez écouter ça. C'est un des épisodes qui a été le plus téléchargé et un des épisodes qui a été le plus apprécié aussi. J'ai eu beaucoup de rétroactions positives. On parlait de conscience de soi, en fait. Bref, c'est ça, je reçois Julie Gouin, qui est ma coach, mais qui est aussi la présidente, fondatrice d'Impact Crescendo, qui est reconnue pour son sens de l'innovation puis sa passion pour le développement des humains. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'immunité au changement. Je vais laisser Julie nous expliquer plus clairement ce que c'est parce qu'elle va le faire beaucoup mieux que moi. Mais juste avant, je voulais prendre un petit moment. Pour vous remercier d'être là. C'est le fun. Tu sais, je sens que la communauté grandit. Il y a de plus en plus de gens même qui s'inscrivent à l'infolette de la talenterie. Dans la dernière semaine, là, je pense que j'ai eu comme une trentaine de nouveaux abonnés. Donc, c'est vraiment le fun. Si jamais vous n'êtes pas inscrit et que vous vous intéressez au monde des RH, ben, vous pouvez aller juste vous inscrire là, sur notre page d'accueil dans le site web. Puis on envoie, dans le fond, un best-of là, de nos contenus, incluant le podcast du mois. Puis aussi, je voulais pas oublier de vous dire qu'il y a plusieurs invités qui m'ont mentionné qu'il y a des personnes dans les auditeurs qui les contactent après les épisodes. Des fois, juste un petit message de rétroaction sympathique. Ça a donné lieu aussi souvent à des cafés virtuels, à du réseautage. Ça crée des liens. Donc, vraiment, ça me fait triper d'entendre ça. Donc, continuez. Reste que ces personnes-là viennent sur le podcast bénévolement. Puis c'est toujours le fun d'avoir de la rétroaction quand on fait quelque chose, surtout quelque chose de public. Donc, je vous invite à continuer à écrire à ces personnes-là. Trouvez-les sur LinkedIn, envoyez-leur un petit message. Évidemment, si vous avez apprécié le contenu de l'épisode et tout ça. Donc, sans plus tarder, on va accueillir la superbe Julie Gouin qui va venir nous parler d'immunité au changement. Allô? Allô? Ça va bien. Ça va bien, merci d'avoir accepté d'enregistrer encore avec moi pour une deuxième fois en peu de semaines. Je pense que ça fait juste comme quelques semaines qu'on a sorti le dernier épisode. Fait que merci de te libérer. Ça me fait plaisir. C'est tellement le fun justement de faire ça avec toi. Là. C'est vraiment très agréable. Merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Puis là, on a un sujet qui te passionne. On va parler d'immunité au changement. C'est quelque chose dont tu m'as parlé dans nos rencontres de coaching avec des étoiles dans les yeux, genre une petite fille qui revient de Disney World. Puis t'as même assisté à une formation avec Robert Keegan, qui est la personne, l'auteur en fait de cette méthode-là. Julie, c'est quoi l'immunité au changement? Puis pourquoi on parle de ça aujourd'hui? L'immunité au changement, c'est une réflexion dirigée. Donc, c'est un outil d'apprentissage qui nous amène à réduire l'écart entre ce qu'on veut vraiment faire et ce qu'on est vraiment capable de faire.
Donc, quand il y a un comportement que tu essaies de changer depuis longtemps, quelque chose que tu as beau t'investir année après année, puis tu fais les efforts, puis tu fais des formations, puis tout ça, puis tu n'y arrives juste pas. Souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de travailler en arrière-plan puis qui t'empêche d'avancer. Puis la notion d'immunité, elle est intéressante parce qu'un système immunitaire, ça sert à quelque chose, là, ça nous protège. Mais quand on a une greffe de cœur, des fois, notre système immunitaire s'active pas de la bonne façon, puis ça va nuire, dans le fond, à notre survie. Il peut rejeter, exact. Donc, on a comme un système immunitaire psychologique qui est ancré dans nos peurs et qui se manifeste quand on essaie de changer quelque chose, d'aller dans une direction, même si on veut vraiment, mais qui vient être en contradiction avec d'autres engagements qu'on a envers nous-mêmes et des choses qui nous font peur et tout. Donc c'est une façon de venir voir ça, comme une radiographie. De venir voir ces forces-là à l'œuvre, un peu comme avoir le pied sur le frein puis le pied sur l'accélérateur en même temps. Ça met cette dynamique-là en évidence, puis tu fais comme « Ah! C'est pour ça que ça avance pas. » C'est vraiment le sentiment qui se dégage quand tu as rempli ta cartographie. Peux-tu donner des exemples, mettons, de grandes questions sur lesquelles on peut spinner, là, puis sans se rendre compte, dans le fond, que c'est parce que c'est contradictoire? Bien, moi, je le vois parce qu'en coaching, on explore les croyances qui limitent. Ça fait partie de notre questionnement en coaching. Je trouve que l'approche des minutes au changement nous amène rapidement vers des croyances très vraies et très limitantes. Donc, c'est l'effet accélérateur de cette approche-là, je le trouve puissant. C'est relativement simple. Comme démarche, pas quelque chose qui en gros est compliqué en soi. Les réflexions ne sont pas faciles à faire nécessairement, mais l'outil en soi est quand même assez facile. Donc, c'est puissant parce que ça nous amène de la tête au cœur rapidement, puis après ça nous ressort de tout ça pour pas qu'on baigne là-dedans, puis ça nous dit OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il y a vraiment 2 étapes. Il y a le diagnostic initial avec la cartographie, mais après ça, il y a tout ce que tu fais avec les nouvelles connaissances. Tu viens de repérer une croyance, bon, on va aller la déconstruire. On va aller explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Super. Puis pourquoi est-ce que c'est si merveilleux puis que ça transforme des vies? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de différent, mettons, versus genre, je sais pas, aller chez le psychologue ou avoir une démarche de coaching traditionnelle? Ce que l'immunité au changement fait, généralement, quand on a un processus de développement, on part d'un objectif, ce qui est le cas aussi pour l'immunité au changement. Après ça, on regarde qu'est-ce qu'on fait actuellement, donc les comportements actuels. Puis après ça, on fait un plan d'action pour changer nos comportements. Ça, c'est assez traditionnel. Puis souvent, on s'auto-flagelle sur nos comportements actuels qui sont contraires à ce qu'on veut vraiment, etc. Donc, c'est un processus qui est un peu, qui a une connotation un peu négative. Il faut que je m'améliore, donc il faut que je corrige des choses, etc. L'immunité au changement, ça prend un chemin un petit peu différent. On part d'un objectif qui est vraiment important pour nous aussi. On dresse la liste des comportements contraires. Tout ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas qui travaille directement à l'encontre de notre objectif, mais on respecte ce qui est là. Puis on dit, il y a une bonne raison. Il y a une raison pour laquelle je fais ça. Puis, on ne sait pas encore c'est quoi, mais on va utiliser tous ces comportements-là, puis ce portrait que je viens de dresser de moi-même, puis on va aller voir qu'est-ce qui est en arrière de ça. Donc, c'est là où on prend un chemin qui est un petit peu différent. Et il y a une autre analogie que je trouve le fun avec l'immunité au changement, c'est que quand tu chemines dans la cartographie, c'est comme si tu te trouvais dans un coin et tu te fonçais dans toi-même. Donc, tu explores et tout d'un coup, tu te retrouves sur ton chemin et tu vois qu'est-ce qui est à risque pour toi, qu'est-ce qui te fait vraiment profondément peur en lien avec le changement que tu essaies de faire. Donc, on est dans des peurs, dans des choses qui sont liées vraiment à notre réputation, notre identité, ce qu'on voudrait absolument être ou ce qu'on voudrait ne jamais être du tout dans la vie. Et on touche à ces choses-là facilement, je trouve, dans la façon qu'on s'y rend. Et on revient aussi rapidement dans un état plus réfléchi à dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, puis comment je me transforme maintenant. Donc, ça passe de la tête au cœur à la tête de façon très efficace, puis ça nous amène à des choses très profondes qui prennent plus de temps généralement à aller explorer quand on est dans une démarche de psychologie. Je ne suis pas psychologue, là, mais ou de coaching. On creuse pour les croyances, mais ça nous amène rapidement à des grosses croyances qui nous limitent.
Oui, puis tu sais, on va être transparent avec les auditeurs. On a commencé à faire cette démarche-là ensemble. Fait que j'ai commencé à vivre l'expérience. Puis tu sais, en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que des fois, ça te fait aussi réaliser des choses que tu n'avais jamais réalisées avant. Fait que tu sais, mettons, on va donner un exemple qui n'est pas nécessairement collé à moi, mais exemple, quelqu'un qui est trop, je sais pas, là, qui n'est pas capable de dire non, puis qui réalise que, ben dans le fond, c'est pas juste parce qu'il n'a pas peur de se faire rejeter, c'est aussi parce que, je sais pas, là, il sent qu'il serait incompétent. C'est peut-être pas un bon exemple, là, mais des choses qu'on n'avait pas réalisées, puis que la manière que les questions sont posées, tu fais comme, ah ben coudonc, c'est pour ça que j'ai tel comportement. T'sais. Je continue à manger des chips, pas juste parce que je m'en fous puis que je tiens pas, disons, à être en santé. C'est aussi parce que j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de récompense, puis ou je veux pas souffrir, ou n'importe quoi. Ouais. Là, fait que... L'exemple qui est utilisé par Keegan, souvent que j'aime bien, c'est quelqu'un qui doit prendre des médicaments pour sa pression, je ne sais pas trop, quelque chose du genre où on le sait que, tu sais, on a fait une crise de cœur, on a besoin de changer nos habitudes de vie pour ne pas mourir, ce qui est assez flagrant, mais que malgré ça, il y a des gens qui continuent avec leurs anciennes habitudes. C'est pas parce qu'ils manquent de volonté. Puis quand on passe au travers l'examen, dans ce cas-là, dans le processus, dans ce cas-là, il arrive à la réalisation que je ne prends pas mon médicament parce que si je prends mes médicaments, ça va être le signe ultime que je suis vieux puis que j'ai besoin de médicaments pour être en santé. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est rattaché à son identité, qui est très fort puis qui l'empêche de faire quelque chose qui va l'aider aussi. Donc, à partir du moment où on a mis le doigt sur quelque chose comme ça, on peut voir qu'est-ce qui te fait croire que, puis comment on peut faire des tests pour commencer à déconstruire ces croyances-là. Et en faisant ça, on vient opérer un changement qui est beaucoup plus durable au niveau de nos comportements parce que toutes les croyances qui font que nos comportements actuels ont plein de bon sens, on les défait. Fait que là, nos comportements actuels, ils ont comme moins de bon sens, donc on change plus facilement nos comportements pour aller plus dans le sens de nos objectifs. Fait que c'est une démarche, tu sais, quand même très structurée avec des étapes. J'ai lu le livre, tu sais, rapidement, puis je fais la démarche en parallèle avec toi, puis on avait comme hâte d'enregistrer. Fait qu'il parle de faire une radiographie, tu sais, de vraiment, d'avoir la... Mais ça, c'est comme l'étape 1. Fait que, tu sais, de comprendre un peu ce que tu dis, là. Pourquoi on bloque, pourquoi on spin, pourquoi on se rencontre tout le temps sur le chemin. Puis après ça, il y a comme d'autres étapes qui sont de défaire les croyances. Ça se passe comment, ces étapes-là? C'est quoi concrètement qu'on fait? On fait des tests, un peu comme un chercheur. On part avec l'hypothèse. En fait, une des croyances sur lesquelles on aboutit avec le diagnostic, qui est la radiographie. Tu sais, on se regarde soi-même, là, on voit le système immunitaire qui est à l'œuvre. On veut faire ça, mais là, le système immunitaire, il dit danger, ne fais pas ça, et tout ça, ça reste qu'on ne fait rien. Donc, on part d'une des croyances qui est dans notre cartographie d'immunité au changement, et elle devient une hypothèse. Okay. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, ça? Des fois, dans notre tête, on sait que c'est vrai, mais si ça se ramasse sur notre cartographie, c'est parce qu'il y a une partie de notre cœur, il y a quelque chose qui est encore attaché, ça a encore une certaine emprise sur nous, donc ça vient teinter nos décisions, puis ça vient influencer nos comportements. Donc, on décide laquelle on veut travailler et on prépare une expérience, dans le fond. Je vais faire telle chose, ou ça peut être une action concrète qu'on fait. On va essayer un comportement, mais pas dans le but de changer un comportement, dans le but de voir si notre croyance, elle est vraie ou non dans ces circonstances-là. On vient la rendre un peu plus perméable, on vient la contextualiser, puis on fait ça vraiment comme des sprints de développement en mode agile, là, mais c'est des sprints de développement en mode développement personnel et professionnel. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer non seulement nos compétences puis nos comportements, mais nos façons de penser, nos mindsets. Ça, c'est une des plus gros apports, je trouve, de cet outil-là. C'est que c'est pas facile de changer des mentalités. On le sait, en RH, là, c'est à peu près les choses qui sont les plus difficiles à transformer dans les organisations, c'est les façons de penser des gens. Et cet outil-là accélère l'accès à ce qui va vraiment changer nos façons de penser, ce en quoi on croit. Puis après ça, le reste s'ensuit beaucoup plus facilement. On va revenir à comment on peut l'utiliser dans les organisations, mais avant, j'ai le goût de pousser ton exemple de tantôt sur les médicaments. Tu sais, le monsieur qui sait là, que c'est comme pour rester en vie, il faut qu'il prenne ses médicaments, mais il les prend pas parce que dans le fond, ça le fait sentir vieux. Mettons, là, ça, c'est son diagnostic, c'est sa radiographie, c'est le genre de « OK, c'est pour ça que je bloque ». Après ça, les tests, qu'est-ce qu'il pourrait tester, mettons, par exemple, pour overcome...
Ben, c'est sûr que ça dépend, c'est qu'est-ce qui lui fait peur là-dedans, puis le degré de test qu'il ferait. Donc, est-ce qu'il est prêt à prendre son médicament à chaque jour la semaine prochaine? Mais il ne le prendrait pas juste pour le prendre, il le prendrait pour voir comment il se sent. OK. Donc, quand je prends mon médicament, c'est quoi l'information que je peux recueillir? Comment je me sens à ce moment-là? Est-ce que je suis fière de l'avoir pris? Est-ce que je me sens vieux? Etc. Donc, l'idée, je pense que c'est pas l'exemple le plus facile pour moi d'extrapoler dans un test parce que c'est un geste assez simple. Prendre le médicament. Peu importe le geste que tu poses, c'est d'être en observation après des données externes, comment les gens autour de moi réagissent, comment mon corps réagit. Ça peut être ça aussi. Je prends mes médicaments pendant une semaine. Qu'est-ce que je remarque comme changement physique, émotif? Qu'est-ce que je ressens comme émotion ou comme peur? Est-ce que je me sens vieux quand je la prends? Pour vrai. Puis des fois, on découvre qu'on pense qu'on se sent vieux, puis c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais quand on se met à l'apprendre, peut-être qu'on se sent fier, peut-être qu'on se sent rigoureux, peut-être qu'on se sent qu'on est soucieux de notre santé, puis qu'on est en train de poser des gestes positifs pour notre santé. Donc, on est souvent surpris parce qu'on trouve dans le cadre de ces expérimentations-là. En fait, ça a été mon expérience à moi, autant personnelle aussi qu'avec mes clients. Puis, tu sais, justement, là, je m'ouvre un peu, puis je sais que toi, tu peux pas le faire parce que la confidentialité, mais moi, je vais partager quelque chose qu'on a vécu ensemble dans mon coaching, puis qui est peut-être un bon exemple pour les gens. C'était avant qu'on fasse la démarche d'immunité au changement, mais tu sais, clairement, tu avais déjà ces outils-là, puis tu m'avais déjà parlé qu'à un moment donné, on se rendrait là, puis j'avais un blocage sur le fait de vendre. Je sais pas si tu te souviens, là, ça fait quand même un bout déjà. Puis j'étais pas capable, puis j'écrivais des articles de blog selon, mettons, mon inspiration, puis mes choses, puis je repluguais jamais la talenterie ou mes services ou mon infolette. Je le faisais, tu sais, tu fais ça bénévolement, mais à un moment donné, il faut aussi que ça soit aligné. Puis tu m'as aidé à défaire ce blocage-là que j'ai beaucoup moins aujourd'hui. Je peux pas dire qu'il est réglé, mais c'est vraiment moins pire. Par test, justement, tu me disais, OK, mais les autres qui mettent, mettons, un call to action à la fin de leurs articles, est-ce que tu perçois qu'ils essaient juste de vendre leurs services et qu'ils sont pas intègres? Toi, quand tu le fais, tu te sens comment? Essaye de le faire juste une fois, puis c'est comme ça un peu qu'on a défait ce blocage-là. Là. Oui. C'est un bon exemple parce qu'il y a différents niveaux de gradation. Peut-être que la personne va avoir trop peur de mettre le call to action dans sa propre infolette, mais c'est moins peurant de juste, dans la prochaine semaine, je vais observer les infolettes que je reçois, puis je vais voir comment moi je perçois les gens qui mettent des call to action. Exactement comme tu viens de le décrire. Donc, c'est des données, ça. C'est des informations que tu es en train de dire, donner des preuves à ton cerveau que ta croyance n'est peut-être pas exactement ce que tu penses. Donc, c'est ça qui est puissant. Puis, si tu fais quelques tours de roue, généralement, tu arrives à la fragiliser assez pour la mettre en contexte, pour qu'elle soit un moins gros frein, dans le fond, à ce que tu veux réaliser. Oui, parce que c'est ça, j'imagine que c'est pas magique non plus, puis que ça demande un travail, puis un peaufinement. Puis là, tu sais, moi, dans mon cas, je suis chanceuse, j'ai une coach qui travaille ça avec moi, fait que c'est tout balisé. Mais mettons, est-ce que tu penses que les gens pourraient, je sais pas, acheter le livre de Robert Keegan et de le nom de sa complice? Oui. Merci. Puis de eux-mêmes, tu sais, lire, comprendre, puis passer à travers la démarche, puis s'auto-diagnostiquer, puis s'auto-réguler. C'est sûr qu'ils peuvent le faire. Moi, je l'ai fait bien avant d'être formée sur l'approche d'immunité au changement. Donc, oui, on peut le faire. Oui, on tombe dans des pièges. Puis, je pense que c'est probablement ça le plus grand risque. Mais ce n'est pas mauvais parce que c'est au fur et à mesure qu'on en fait qu'on devient meilleur. Des fois, il y a des bouts qui sont contre-intuitifs dans la cartographie. Donc, des fois, on tombe dans des pièges sans trop le savoir. Puis, il y a quelque chose de très puissant de réfléchir à haute voix avec quelqu'un. C'est pas obligé d'être avec un coach qui est spécialisé dans l'immunité au changement. Là. Si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez prendre l'initiative, vous pouvez parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance, puis vous pouvez chacun faire votre cartographie, puis vous pouvez partager ce que vous avez dans votre cartographie, parce que cette personne-là risque de vous poser des questions sur « mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça, c'est pas clair pour moi. » Puis en s'expliquant, des fois, on approfondit, puis on va un peu plus loin. Donc, le risque, si on le fait tout seul, c'est que
on reste un peu dans nos zones d'ombre, qu'on brasse un peu les mêmes affaires parce qu'il n'y a personne qui est capable de nous questionner là où on tourne en rond, dans le fond. Donc, il y a un gros avantage d'avoir un regard extérieur quand on le fait. Puis, si on le fait avec le livre, mais attardez-vous aux critères pour chacune des colonnes parce que c'est vraiment ça la clé aussi. Si c'est là où on fait fausse route. Si on est à côté sur les critères, c'est difficile de ne pas arriver à quelque chose de significatif dans nos réflexions. Mais si on coupe un coin rond ou on manque quelque chose, mais là, plus tard, ça n'a plus de sens puis il n'y a rien qui émerge. Donc, on pense que ça ne marche pas. Mais c'est juste parce qu'on a pris un mauvais chemin en cours de route. Là. À date, là, tu l'as testé avec une couple de personnes. Je sais cette approche-là. Est-ce que tu as vu des situations où ce que c'était... Mais tu sais, dans le fond, c'est quoi que tu as observé comme effet sur les gens? Souvent de la surprise. Puis, il y a comme le mot qui me vient en tête, c'est un peu humbling. Il y a une espèce de sentiment de comme, oh my God, ouais, c'est là ça. Hein? Il y a comme une espèce de comme réalisation un peu, tu sais, c'est pas un effet de surprise, mais c'est comme un constat de, comme je savais ça, mais je n'avais pas réalisé que ça me bloquait à ce point. Donc, ça, c'est quand on arrive vraiment dans nos peurs. Il y a une question clé dans cette étape-là qui est, mais c'est quoi la pire chose pour toi de ça? Donc, tu sais, je vais être telle ou il y a telle chose qui va arriver. Mais si ça arrive, c'est quoi qui serait le pire pour toi? Puis juste de creuser cette question-là, ça nous amène à des choses beaucoup plus profondes que je ne serai pas performant. OK. Puis c'est quoi la pire chose pour toi si tu n'es pas performant? En quoi ça, c'est la pire chose? Qu'est-ce que ça met à risque? En quoi ça pourrait à quoi tu pourrais être pris avec une réputation que tu ne veux pas ou que tu perdrais quelque chose qui est de valeur pour toi? Puis quand on probe avec ces genres de questions-là, on arrive à des choses beaucoup plus profondes, donc à des croyances qui sont beaucoup plus limitantes. Et si on arrive à défaire un peu ou délier, contextualiser ces peurs-là, souvent, ça a un effet bien plus grand que sur l'objectif sur lequel on travaille. Je pense que c'est ça qui fait que la démarche est tellement puissante. Moi, j'en ai fait plusieurs cartographies là, depuis quelques années et je vois qu'il y a des thèmes récurrents. Je suis moins surprise quand j'arrive dans les colonnes parce qu'il y a des choses qui se retranchent, mais ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est que tu peux voir comment cette croyance-là ou cette peur-là a vraiment un impact sur plusieurs sphères de ta vie. Donc, la motivation à venir la travailler, elle s'accentue parce que tu sais que si tu règles ça, il y a plein de choses qui vont se placer pour toi, pas juste sur le plan personnel, mais professionnel ou autre. Là. Puis tu veux-tu en donner des exemples de choses qui reviennent souvent, là, mettons, dans tes clients? Mais ce qui revient souvent, c'est les peurs de... la peur d'exclusion, tout ce qui est lié à notre identité, la façon qu'on se voit, qu'on veut être perçu. Il y en a une que moi, j'ai travaillé à déconstruire, surtout quand je me suis lancée en affaires, quand il faut que tu te vendes toi-même, que tu annonces tes tarifs, etc. Moi, je ne voulais absolument pas être perçue comme la fille qui profite de quelqu'un. Donc, moi, j'étais du genre à annoncer mon tarif, puis avant même que la personne réponde, à négocier moi-même mon tarif. Parce que c'était comme... Fait qu'il y a quelque chose là qui bloquait pour moi, puis c'était lié à cette peur-là de ne jamais être perçue, ou à cet engagement à ne jamais être perçue comme la fille qui profite de quelqu'un. Donc, puis sûrement à ne pas profiter aussi. Tu sais, il devait avoir en arrière pas juste la peur de ce que... Ben là, je m'avance, je ne vais pas te diagnostiquer, mais te connaissant un peu, c'est que probablement que tu voulais être sûr que tu donnais le maximum de valeur, puis tu devais te rechallenger toi-même tout seul en auto-négociant. C'est sûr, absolument, absolument. Donc, à force d'essais, d'erreurs, mais avec une intention d'apprendre puis de rééduquer notre cerveau. Puis c'est ça qui est passionnant aussi. En fait, en début d'année, je me suis inscrite, en fait, je suis en train de compléter un certificat en neurosciences appliquées. C'est une école qui s'appelle le Neuroscience School ici au Québec. C'est en anglais. C'est extrêmement pertinent. Puis mon intention en m'inscrivant là, c'était de venir me confirmer ou infirmer que l'approche d'immunité au changement était cohérente avec les plus récentes recherches en neurosciences. Pour moi, c'est important de dire, c'est beau, ça, c'est de la psycho. Est-ce que c'est fondé dans quelque chose qui se tient sur le plan des neurosciences? Puis, piouf! Ça se tient. Ça se tient. Mais en fait, notre cerveau construit vraiment des concepts, des croyances basées sur toutes les multiples expériences qu'on a vécues dans notre vie. Puis pour changer ces croyances-là ou ces concepts-là, il faut donner des nouvelles preuves à notre cerveau. Il faut travailler contre nos biais. Parce que notre cerveau, il y a un biais de confirmation. Il va détecter les informations qui confirment sa façon de penser avant tout le reste. Donc, on reste dans cette espèce de spin, de cassette là, qui dit « c'est ça la vérité ».
Puis, l'approche d'immunité au changement, comme c'est démontré dans les neurosciences, tu fais que c'est un objectif, tu expérimentes et tu persévères et tu pratiques jusqu'à ce que ton cerveau se soit rééduqué par rapport à cet élément-là. Donc, tu dois lui donner des preuves que ce que tu crois, c'est pas vrai. Mais il faut que tu cherches ces preuves-là, puis il faut que tu sois délibéré pour trouver ces preuves-là, parce que naturellement, ton cerveau ne va pas aller chercher ce qui est contraire à ses croyances, il va aller chercher ce qui confirme ses croyances. Donc, ça m'a beaucoup rassurée, mais ça m'a fascinée aussi de voir la puissance de toute la période de test après le diagnostic de l'immunité. C'est l'autre, ça change vraiment. Le voir, c'est une chose. À partir du moment où tu le vois, là, tu as le pouvoir de le manipuler, de le remettre en question, d'en prendre la responsabilité. Fait qu'avant de faire ta cartographie, ton immunité au changement, tu ne la vois pas. Tu ne sais pas qu'elle est là. Puis à partir du moment où tu fais ta radiographie, bien là, tu le vois. Tu la vois, cette force-là. Donc là, elle est comme un peu séparée. Tu t'es donné un petit peu de distance. Donc là, tu peux dire, OK, je vais aller la tester, je vais aller la voir. Donc, les étapes sont là pour une raison, mais juste ton diagnostic, tu ne vas pas changer juste en étant conscient de ça. Il faut poser des gestes délibérés pour se rééduquer au niveau de notre cerveau, sur nos croyances, pour qu'on soit capable de changer nos comportements. Oui, puis tu sais, la première fois que tu m'avais parlé de ça, tu m'avais dit, dans le fond, l'immunité au changement, c'est comme quand tu sais quelque chose, là, tu le sais tout quoi faire. Là. Tu le sais qu'il faudrait que tu le fasses, tu sais que ça va changer ta vie, mais tu le fais pas, puis tu catches pas comme comment changer. Puis là, ben là, c'est là que ce que tu t'expliques, c'est là, tu sais comment, c'est la partie 1. Peut-être que dans ton diagnostic, tu vas quand même te rendre compte de choses que tu n'avais pas pensé, fait que ça peaufine ta compréhension, mais la puissance est dans le test puis dans l'action. Absolument. Quel point je fais des liens qui sont un peu douteux, mais tu sais, tu parlais de neurosciences, des biais qu'on a, de la manière que notre cerveau confirme. Puis dans le livre, au début, il appuie un peu sa théorie sur les niveaux de complexité mentale des individus. Puis ben, dans le fond, c'est un peu genre quand t'es plus bas, t'es pas capable de percevoir tes propres biais. Puis en tout cas, je te laisserai l'expliquer ça, puis faire le lien, puisque tu vas avoir des meilleurs mots que moi, puis ça va être plus juste. On va faire mon possible. En fait, c'est ce qui est puissant de l'immunité au changement, c'est que c'est un processus qui s'appuie sur 40 ans de recherche sur le développement des adultes puis l'évolution des mentalités. Donc, au début, on croyait que le développement, ça s'arrêtait à l'âge adulte, qu'on se développait, mais une fois que tu avais comme 25 ans, c'était fini. Mais Robert Kegan a démontré que non seulement c'est pas fini, qu'on évolue au travers 3 autres stades de développement. C'est pas tout le monde qui évolue jusqu'au dernier stade. Ça se fait pas au même rythme. Il y a des grandes phases, dans le fond, où il y a pas grand-chose qui se passe, puis on est un peu en équilibre, mais il y a beaucoup de phases de transition où on est en déséquilibre et ça nous amène à voir des choses qu'on ne voyait pas autrement. Donc, quand tu parles de voir nos biais, c'est qu'à chaque fois qu'on passe d'un stade à l'autre, on voit la vie un peu plus large, un peu plus globalement, on a moins de zones d'ombre. Donc, quelque chose qu'on ne percevait pas à un stade, tout d'un coup, on arrive à le voir, puis à faire du sens autrement du monde, puis de la place qu'on occupe dans le monde, puis ça ouvre la porte à plein de possibilités nouvelles qu'on n'avait même pas anticipées. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est d'un rhinocéros qui est en train de peinturer. Tu sais, c'est un cartoon, là, c'est une bande dessinée. Donc, il est là en train de dessiner sa toile, puis il y a 2-3 toiles autour de lui qui ont toutes la corne de rhino au milieu de la toile. Tu me l'avais montré, cette image-là, oui. Je l'adore. Je l'adore parce que quand on est vraiment bien ancré dans un des stades de développement, ben, on voit le monde de même, puis le monde, ben, il y a une corne de rhino, puis c'est juste comme ça, puis on se questionne même pas sur ça, mais ça brime un peu notre vision. Il y a des choses qu'on ne voit pas, puis il y a des possibilités qui ne sont pas là parce que la corne de rhino, elle est là. Et à partir du moment où on commence à la voir un peu, ben là, on est capable de voir qu'en se tournant la tête, il y a comme tout un monde qui s'ouvre à nous. Mais on a peur de faire ça. Donc, les transitions, ce qui nous limite souvent, ce qui est les frontières de notre développement, ce qui nous empêche de grandir, c'est souvent lié à des peurs. Ben, je ne peux pas aller là, c'est pas possible d'aller là. C'est impossible. Dans ma conception du monde actuel, on ne peut pas aller là. Donc, quand on parle de complexité, c'est plus complexe parce que c'est plus englobant. Et puis, on peut voir plus de choses, puis il y a des choses qui sont moins en opposition qu'ils l'étaient.
les 3 stades qui sont présents le plus chez les adultes, puis les statistiques autour de ça sont intéressantes aussi. Il y a le premier, c'est le stade socialisé. Donc, c'est quelqu'un qui évolue selon des normes sociales, qui travaille à se conformer à ça essentiellement. Donc, l'analogie qui est souvent parlante, c'est comme le passager dans une voiture. Tu sais, heureux d'être dans la voiture, travaille à rester aligné avec le chauffeur pour rester dans la voiture. Mm-hmm. Fait que ça, c'est la zone socialisée. Fait qu'on ne voit pas les influences de la société auxquelles on est nécessairement assujetti. Tu sais, les valeurs, on les accepte comme étant d'emblée comme ça, puis on ne les questionne pas, on est comme influencé par ça. Donc, on peut souvent être déchiré par différents schémas de valeurs, tu sais, d'être tiraillé par mes valeurs personnelles versus les valeurs au travail, puis on a de la misère à réconcilier ça, puis savoir c'est lesquelles finalement les miennes, mes valeurs. Ce qui nous amène au deuxième stade, qui est le stade autodirigé, dans le fond. Donc, autodirigé, c'est que j'ai mon propre cadre, j'ai ma propre théorie sur la vie, mes propres valeurs, mes propres principes qui guident mes décisions. Donc, je ne suis plus assujettie à une autorité externe, j'ai ma propre autorité à moi et je guide ma vie comme ça. Fait que c'est comme avoir les 2 mains sur le volant, d'être le chauffeur dans la voiture, de savoir la destination, on se concentre à rester aligné avec notre propre cadre, puis entre les lignes, puis on avance. Le stade autotransformateur, c'est les gens qui ont réussi à voir et à remettre en question leur propre cadre de référence. Fait que c'est de remettre en question ses propres valeurs. Moi, je crois que la vie, c'est comme ça, c'est ma théorie sur la vie, mon rôle dans la vie, c'est là, etc. Puis j'avance comme ça. Puis il y a beaucoup de leaders qui sont dans cette sphère-là, qui sont très autonomes dans le sens qu'ils dirigent leur propre vie, alignés à leurs valeurs. Ça aussi, ça a des limites. Mm-hmm. Ça a des limites parce que c'est à l'exclusion de d'autres façons de penser. Puis dans un monde complexe, il n'y a pas juste une façon de voir le monde, il y en a plein. Donc, plus on est capable de tenir des idées contradictoires comme pouvant cohabiter, plus on ouvre la porte à de la complexité. C'est pour ça que j'aime la notion de paradoxe. Tu sais, ça peut être ça et ça, fait qu'on est moins déchiré par ces choses-là. Puis ça ouvre la porte aussi à une plus grande ouverture à la diversité, de reconnaître que des schémas de valeurs peuvent cohabiter même s'ils sont en contradiction. Pas toujours évident de faire ça. Donc, cet esprit-là travaille constamment à se réinventer et à remettre en question son propre cadre, sa propre façon de voir le monde. Donc, on voit beaucoup moins de certitude, beaucoup moins de convictions fermes, beaucoup plus d'ouverture à l'autre et de conciliation de différentes visions de la vie. Là. Donc, fascinant. Peut-être parler trop longtemps non, de ça. Moi, je t'écoute avec les oreilles grandes ouvertes. Puis, tu sais, j'avais un peu entendu parler avant de cette théorie-là. Puis, une chose que je trouve fascinante aussi, c'est à quel point, tu sais, dans le fond, le dernier stade, en se remettant en question, je me souviens d'avoir compris que tu peux, tu dis, il y a plusieurs façons de voir le monde, mais il y a aussi plusieurs vérités. Fait que tu peux dire, telle personne a raison de penser, même quelqu'un qui est au stade, mettons, 1 ou au stade plus bas, là, ça peut être quelqu'un qui a une façon de penser qui est complètement différente, mais qui n'est pas nécessairement moins bonne que la tienne. Fait qu'il y a comme une notion, je ne sais pas si je le dis bien, mais j'avais compris qu'il y avait une notion d'humilité puis d'ouverture, un peu comme tu as dit. Puis je me dis, premièrement, c'est quoi les statistiques? Il y a d'autres théories sur le développement des adultes aussi, pas juste celle de Keegan. Donc, il y a 2 études qui ont été menées auprès de, je pense que c'est 500 leaders dans les organisations. Puis, on a démontré qu'il y avait moins de 1% des leaders qui étaient au stade autotransformateur, donc le stade 5. Ça arrive généralement beaucoup plus tard dans notre vie. On n'a pas réussi à évaluer un leader en dessous de 50 ans à date là, qui était vraiment bien ancré dans ce stade-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Ça demande un effort. Tu sais, ça demande, oui, beaucoup d'humilité, une ouverture à voir des choses qui sont contradictoires à nos façons de faire. À nos façons de penser, des choses qui ont toujours fait notre succès, qui ont été notre façon de voir la vie. Puis tout d'un coup, tu me dis que c'est pas ça. Ça prend de l'humilité pour dire peut-être que j'ai tort. Puis si j'ai tort, quelles sont les implications? Et vivre avec le déséquilibre que ça crée. Parce qu'à chaque transition, il y a énormément de déséquilibre. Donc, moins d'1% dans le 5. Il y a à peu près 15, j'avais mes chiffres tantôt, mais je ne les ai plus devant moi. On a, je pense que c'est 35%, oui, c'est 35% autour d'autodirigé, donc le stade 4, à peu près 15% au stade 3, donc socialisé, mais à peu près 50% de cette population-là, de leaders qui sont en transition entre le stade socialisé et le stade autodirigé. Ça, je le vois souvent dans mes coachings.
Fait qu'entre passager dans l'auto puis conducteur. Exact. Donc, c'est quoi mes vraies valeurs à moi versus celles qui ont été inculquées dans mon environnement? D'être moins déchiré en deux schémas ou des attentes de d'autres, mais moi, je veux quoi au travers de tout ça? Donc, cette transition-là, elle est très, très, très présente dans nos organisations, très présente chez nos leaders aussi. Puis chez les leaders exécutifs, ceux qui étaient plus près ou en transition vers le stade 5 avaient des résultats supérieurs au niveau de leur organisation. Donc, la complexité mentale, elle n'est pas juste cognitive, ce n'est pas de l'intelligence. C'est une complexité, une compréhension plus complexe sur le plan cognitif, mais également dans nos relations et aussi au niveau émotionnel. Donc, c'est ces trois facettes-là, dans le fond, qui évoluent au cours de notre vie, qui deviennent progressivement plus complètes, plus complexes. Puis on parle là, des leaders, mais dans le fond, ça s'applique. J'imagine, en tout cas, je te propose une théorie à 4 scènes, là, puis tu me dis, mais c'est que probablement qu'un rôle de leadership force un petit peu plus à travailler sur ces aspects-là parce que tu te fais challenger, peut-être des fois par des visions contraires, par ton équipe, tu es peut-être plus pris entre l'air puis l'écorce, mais j'ai l'impression que malgré tout, ça peut s'appliquer à n'importe quel rôle où, tu sais, des gens peuvent vivre ça, connaître ça en dehors du travail, se faire challenger d'autres façons. Oui, et puis on peut juste le voir comment les gens ont vécu la pandémie. Moi, j'ai trouvé ça fascinant de regarder les réactions des gens au travers ces lunettes-là du développement. Puis les réactions, c'est pas toujours facile au travers des comportements de voir les gens sont où. Mais tu sais, avant d'arriver au stade socialisé, il y a le stade 2 qui est un stade plus très instrumental, donc qui est très concret et très centré sur nos propres besoins. Donc, il y a des gens pour qui ça primait énormément leurs besoins, puis ils n'arrivaient pas à concevoir, mettre de côté leurs propres besoins pour le bénéfice, pour un impératif social ou qu'on impose une autorité extérieure qui vienne nuire à ses besoins. Donc, il y a des gens qui ont anti-masque, du masque, exact. Ouais. Mais tu sais, un anti-masque, ça peut être quelqu'un qui est à ce stade-là, qui est très axé sur ses besoins, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est au stade auto-dirigé, qui a des valeurs très profondes, qui sont en contradiction avec ces valeurs-là, plus sociales ou autres. Donc, ce n'est pas un indicateur que quelqu'un est à un stade de développement, mais je pense que tout le monde l'a vécu très différemment aussi en fonction de où il était rendu. Et l'aspect, qu'est-ce qui était déchirant pour un, était très différent de ce qui était déchirant pour l'autre, aussi par rapport à où ils étaient dans leur cheminement. Donc, ça, pour quelqu'un qui avait des valeurs très profondes qui sont à lui ou à elle de liberté, ça pourrait être perçu comme être en frein de la liberté. Mais si on accueille cette tension-là que ça crée, puis qu'on arrive à voir ça comme une contribution au bien commun, là, on commence à évoluer, à tendre vers le niveau 5, qui est beaucoup plus dans un objectif qui est moins centré sur sa propre théorie de la vie. Dans le livre, justement, quand il expose un peu les schémas, puis je reviens tout le temps à ce livre-là, mais pour lui, il était vraiment passionnant. Je l'ai lu en diagonale, mais c'était vraiment passionnant. Fait que c'est une diagonale, pas si diagonale que ça, finalement. Puis il expose, en fait, que la complexité au sein de la société a évolué dans tous les rôles, dans toutes les sphères. Fait que est-ce que... il y a plus de pression, en fait, là, pour évoluer dans les stades, tout ça. Puis là, encore une fois, c'est une théorie à Saint-Saëns, mais je me dis, est-ce que ça contribue pas justement au fait que tout le monde se dise, ben moi, j'ai mon propre cadre de valeurs, j'ai ma propre façon de voir les choses, puis là, peut-être, ça crée plus de tension sociale. Versus, mettons, je suis ce que l'Église me dit ou ce que le gouvernement me dit. Ben, en ce sens-là, je pense que oui, je pense qu'il y avait, si on regarde la Révolution tranquille au Québec, puis au début, on ne questionnait même pas cette autorité-là externe. Donc, il y a eu un mouvement collectif où on s'est dissocié, mais se dissocier d'une façon de penser ne veut pas dire nécessairement qu'on ne va pas vers une autre. Donc, l'analogie de la grenouille qui sort de l'eau, là, mais pour qu'elle se transforme, il ne faut pas qu'elle saute dans le prochain étang à côté, là, parce qu'elle va juste rester une grenouille. Mais celle qui est sortie et qui est restée sur la terre, elle évolue vers autre chose. Donc, on peut se défaire d'un cadre puis d'une autorité externe pour venir s'accrocher à une autre. Fait que ça, c'est quelque chose à garder en tête. Fait que ça ne veut pas dire que tout le monde au Québec est maintenant auto-dirigé parce qu'on a vécu la Révolution tranquille. Mais tu as raison de dire que la complexité du monde, et en fait, c'est les exigences qu'on a envers les gens, par les rôles personnels, professionnels, se sont accentuées dans les dernières années. Si on pense juste dans nos organisations avant, là,
les baby boomers ou autres, on ne leur demandait pas de réinventer leur travail, on ne leur demandait pas d'être innovants dans leur travail. On était dans le voici la ligne directrice, on s'en va dans le sens-là, puis on respecte. Fait qu'on follow the line, puis on s'en va dans ce sens-là. Donc, on s'attendait à ce que les gens soient à peu près à un niveau 3, socialisés. On suit la culture, on avance dans ce sens-là, c'est ça nos valeurs, on embarque le pas. Maintenant, ce n'est pas ça qu'on demande aux gens qui travaillent dans nos organisations. On leur demande de connecter avec leurs valeurs, on leur demande de les identifier, de s'associer aux valeurs de l'entreprise, de trouver un sens à leur travail. On leur demande d'innover, d'activer leurs forces. On leur demande d'être auto-dirigés dans un certain sens, de prendre en charge leur développement. On a beau dire ça. Si les gens, sur le plan développemental, ne sont pas rendus là, ils ne vont pas prendre en charge leur développement. On a besoin de revenir une étape en arrière puis les aider à faire la première transition pour réaliser qu'ils ont un pouvoir puis qu'ils peuvent décider en fonction de leurs propres besoins et pas leurs propres besoins, mais leurs propres convictions, leurs propres principes. Et ensuite, ils vont être capables de poser des gestes de façon autonome. Mais on s'attend à beaucoup plus d'autonomie des gens aujourd'hui au travail qu'on s'attendait dans le passé. Donc, les exigences sont plus grandes. Pour certains, c'est super. Pour d'autres, ça crée un déséquilibre, ça crée un clash. Et on a besoin de travailler avec ces gens-là pour... le développement, c'est ça aussi. C'est pas juste développer les compétences, c'est aider les gens à voir au-delà de leur façon de voir le monde actuel, puis les aider à mieux répondre aux exigences de l'environnement. Pour nos leaders, les plus seniors, ben c'est la complexité, c'est l'incapacité de juste dire voici la direction, voici les principes, voici où on s'en va. C'est d'être obligé de se réinventer constamment. Si tu ne peux pas le faire pour toi, ça va être extrêmement difficile de le faire pour ton entreprise, puis d'inciter les autres dans ton entreprise à mettre de côté quelque chose qui est important pour eux, puis d'emboîter le pas dans quelque chose qui est très paradoxal des fois. Là. Puis là, ça refait le pont parfaitement avec notre début de conversation, tu sais, qui était plus axé sur la méthode là, d'immunité au changement, ce qui est, j'imagine, un outil, en fait, pour aider à évoluer dans notre complexité mentale, dans notre façon de voir le monde. Oui, tellement. Puis c'est ça qui... En fait, c'est ça le travail le plus récent avec Lisa Leahy puis Robert Keegan. Il a été critiqué beaucoup au début parce que c'est complexe. Là. C'est pas facile. Là. Ses premiers livres, là, c'est tout un exercice à lire ça. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, mais ça m'a pris vraiment un effort. Donc, il n'a pas été souvent reconnu pour sa simplicité. C'est un des modèles de développement les plus complexes. Ceci dit, Lisa Leahy et lui ont travaillé beaucoup dans les 20 dernières années à rendre ça accessible, opérationnel. Et il y a des organisations maintenant qui vivent ces processus-là de transformation à grande échelle. On les appelle des DDO, des Deliberately Developmental Organizations. Donc, ils ont réussi à montrer au travers certaines organisations que ces principes-là pouvaient vivre à grande échelle. Et ils ont développé une méthodologie vraiment de réflexion qui nous amène à voir les limites de nos façons de penser, puis à mettre de l'avant des petits tests qui nous aident à déconstruire ce qui nous limite, puis à passer tranquillement, mais en fait plus rapidement au travers les stades de développement. Je pense que c'est la suite du développement. On a plein d'ambitions planétaires d'avoir des objectifs de développement durable et autres, et on a vraiment besoin, nous, comme humains, de penser autrement, puis de voir le monde autrement, puis d'évoluer dans des compétences qui ne sont pas techniques, mais qui sont très adaptatives. Puis ça ne se fait pas avec des cours, puis des formations, puis du développement des compétences. Ça se fait avec des réflexions sur nos croyances, puis d'avoir des façons simples d'amener les gens à graduellement confronter leur peur à leur rythme pour être capable de voir les choses, ce qui est possible en fait, puis ce qui nous limite en ce moment. Puis je trouve ça vraiment fascinant, puis tu as raison, le développement durable, c'est tellement un bon exemple de quelque chose que tout le monde veut ça. On veut tout être écolo, mais tu sais, on commande sur Amazon ou on commande, puis à chaque fois, tu te sens pas en cohérence avec tes valeurs puis ce que tu essaies de faire. Fait que ça serait intéressant de faire des démarches d'immunité au changement pour ces aspects-là. C'est très clair pour moi comment on peut le faire en individuel, peut-être parce qu'on l'a un peu testé ensemble, mais au niveau collectif, comment ça se passe? C'est comme tu mets tout le monde dans la même salle, puis tu des réflexions stratégiques dans un off-site, ça peut-tu se faire avec toute l'équipe? Ça peut se faire avec toute l'équipe. Il y a deux façons de le faire en équipe. Puis il y a une des façons, c'est d'inviter, on peut avoir un thème en particulier. Chaque personne fait sa propre cartographie autour de ce thème-là pour voir quelle est son immunité. Donc, disons qu'une équipe veut évoluer pour être plus inclusive sur le plan de la diversité culturelle ou autre. On pourrait chaque personne fait sa propre cartographie. Puis ensuite, on voit ensemble quelles sont nos immunités puis qu'est-ce qu'on doit changer dans le fond pour ou déconstruire dans notre équipe pour être plus inclusif. Fait que ça, c'est une façon de le faire.
Puis c'est vraiment une première bonne étape avant de faire une cartographie où on a une map, une cartographie pour l'ensemble de l'équipe. Fait que là, ça amène à ce que toute l'équipe se reconnaisse dans chacun des énoncés qui est sur la carte. Fait que si tu ne connais pas très bien l'approche comme individu, ça va être plus difficile d'y participer comme équipe. Fait qu'on peut y aller par étapes, mais il y a deux façons de faire une facilitation immunité au changement en équipe. Mais c'est tout aussi puissant avec des équipes. Puis ça amène les gens rapidement dans des conversations très vraies sur la dynamique d'équipe. Donc, on n'est pas juste dans la consolidation d'équipe, on est dans le développement des humains et de l'équipe sur des enjeux qui sont persistants, des dilemmes récurrents, des choses qui sont difficiles à ajuster puis qu'on n'arrive pas à faire. Puis qu'est-ce qui est dans le chemin? Bien, ça met en lumière qu'est-ce qui est dans le chemin. On le voit. Donc là, on peut agir sur ça puis on peut tranquillement commencer à défaire ces croyances-là. Fait que dans le fond, on est sur comment on travaille ensemble, comment on évolue comme organisation. Est-ce que ça peut être aussi sur comment on répond aux besoins du marché? Tu sais, je dis n'importe quoi, ou ça, c'est moins lié à l'humain, donc... Bonne question. Ça part d'un objectif d'amélioration. Donc, si on a une équipe d'exécutifs qui veulent devenir meilleurs à répondre aux exigences du marché, ça pourrait être un objectif d'amélioration. Et puis, à partir de là, on regarderait, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment qui va dans le sens contraire de ça? Donc là, il ferait la liste, l'inventaire un peu courageux, là, pas un peu, très courageux, de tout ce qu'ils font en ce moment, qui va complètement à l'encontre de leur objectif de devenir plus, de répondre, d'être collé au marché. Donc, dans ce sens-là, ça pourrait être utilisé, mais ça demeure un processus qui est de développement humain. Parce qu'on a comme humain, on parle souvent de bien-être. Je pense que la dernière chose, je pense que je voudrais rajouter, qui est vraiment importante pour l'immunité au changement, on parle beaucoup de bien-être au travail. Il y a plein d'approches dans lesquelles je crois beaucoup au niveau d'activation des forces, puis comment ça nous permet, ça contribue au bien-être. Là. Besoin d'autonomie, de compétences, d'affiliation sociale, c'est hyper important. C'est selon Keegan, puis j'abonde dans ce sens-là moi aussi, c'est juste une partie du développement. On a comme deux jobs dans la vie, tu sais, c'est de croître, de grandir et aussi de se protéger, de ne pas mourir. Donc, on ne peut pas vraiment s'épanouir comme humain si on a juste une partie de l'équation parce qu'on va toujours être limité par ces mécanismes-là d'autoprotection, cette immunité-là qui nous empêche d'élargir notre façon de voir le monde. Donc, il utilise un terme qui est assez raide, là, qui est de compassionate resignation. Donc, c'est comme de démissionner de notre développement avec compassion quand on travaille juste dans nos forces. Donc, je trouve ça fort. Je ne suis pas là, mais je pense que si c'est faux de croire que... En fait, c'est faux de croire que que de travailler sur des zones et nos limitations, ça ne contribue pas au bien-être. Parce que quand on défait ces choses-là, puis qu'il y a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous, on se sent moins dépassé par la complexité. On se sent moins soufflé, on a plus d'options devant nous, on se sent moins déchiré par les choses qui se passent. Fait que ça contribue au bien-être aussi. Donc, travailler sur les deux fronts, pour moi, c'est vraiment important. Oui, est-ce que tu utilises tes forces à tous les jours? As-tu un sentiment d'autonomie? C'est hyper important qu'on regarde ça. Et où est-ce que tu ressens les limites de tes façons de faire? Viens, on va aller explorer ça aussi pour pas que tu sois limité, puis pour que tu puisses devenir pleinement ce que tu peux être. Tu sais, il y a comme un potentiel inexploité là, si on fait juste travailler dans les forces, qui selon moi est aussi important là, que l'autre. C'est intéressant, c'est un petit peu j'ai envie de dire, c'est à contre-courant. Oui, parce qu'on dit tout le temps, ben là, il faut miser sur les forces, il faut être positif. Tu sais, il faut juste que tu acceptes puis tu t'entoures d'une équipe qui a des forces complémentaires. Fait que je trouve ça intéressant que tu amènes une nuance de dire oui, mais faut que tu travailles sur tes limites pour aussi évoluer. Là. Ça, on l'entend pas tant, mettons, ces temps-ci. Non, en fait, c'est un ou l'autre. C'est soit qu'on est vraiment dans les forces ou on est dans juste les limites, puis il faut que tu travailles sur tes faiblesses. Donc, pour moi, l'immunité au changement, c'est pas travailler sur tes faiblesses. C'est de venir voir les limites de ton développement et venir les repousser, mais vraiment activement. Ça veut dire confronter ses peurs, ça veut dire de se sentir vulnérable, de voir où est-ce qu'on se sent le plus vulnérable, mais après ça, de revenir et de dire, OK, qu'est-ce que je fais, moi, pour aller reconstruire ça dans mon esprit. Julie, je sais que tu lances bientôt un parcours qui s'inspire de l'immunité au changement. Je ne sais pas si tu es prête à l'annoncer déjà, mais en tout cas, si tu veux peut-être faire un petit punch ou j'imagine que ça sort. Je sais que ça sort bientôt. Fait que, oui, en fait,
Exact, c'est soit déjà sorti ou c'est sur le point de sortir. C'est un parcours qui s'inspire fortement du travail de Robert Keegan, des organisations qui ont intégré les principes de développement à grande échelle dans leur organisation. Ça s'appelle Mission Éco. Donc, éco pour épanouissement et croissance des humains et de l'organisation. Donc, développement ne veut pas dire qu'on ne met pas l'accent non plus sur le développement et la croissance des affaires. Donc, les deux peuvent cohabiter et ils cohabitent dans ces cultures-là. Mais ça va au-delà des cultures DDO qui ont été étudiées par Keegan pour intégrer des principes qui sont orientés justement sur les forces, où on met de l'accent également sur l'épanouissement des personnes selon des théories de la motivation. Comme ça, on regarde vraiment les deux côtés du développement. Ah, nice! Fait que dans le fond, c'est comme un parcours de développement plus, où tu regardes le développement de l'individu, mais aussi tu mets ça en parallèle avec le développement de l'équipe, de l'organisation. Puis là, tu vas plus loin. Puis là, je sais que tu me disais aussi que ça s'inspire, en fait, oui, de la théorie limitée au changement, mais de plein d'autres affaires. Tantôt dans le podcast, tu as parlé de neuropsychologie. Neurosciences, neuropsychologie, de plein d'autres concepts. Fait que vous avez un peu toutes mis vos connaissances au service de ce nouveau parcours-là. Oui, c'est un peu, on a connecté les morceaux sur quelques approches de développement qui étaient très puissantes et on a mis en place un parcours, dans le fond, qui nous aide à intégrer ces notions-là. À le vivre soi-même. On vous fait vivre au travers le parcours ce que c'est d'évoluer dans une culture comme ça. Donc, autant d'activer ses forces que d'être en train de repousser les limites de son développement et de construire en même temps son parcours, sa feuille de route pour venir intégrer ça et influencer son équipe ou son organisation à évoluer dans ce sens-là. Fait que moi, mettons, je m'inscris au parcours, je vais vivre l'expérience de qu'est-ce que ça ferait si je l'amenais dans mon organisation. Puis après ça, je vais avoir mon plan de match pour pouvoir le faire. Puis comme professionnel RH, me revirer de bord pour faire comme « OK, gang, on va changer la manière qu'on voit le développement à l'interne, mettons. » Exact. Yes! Ben écoute, ça a l'air vraiment le fun. Fait que j'invite les gens que ça pourrait intéresser d'aller. On va mettre les liens, en fait, dans les notes d'épisode, comme toujours. Puis ben, j'avais déjà invité les gens à te suivre au dernier podcast. Fait que si c'est pas encore fait, allez suivre Julie Gouin sur sa page LinkedIn. Allez suivre aussi Sophie Gadouri. On va la plugger vu que tu travailles avec elle. Puis qu'on la recevra de toute façon dans les prochaines semaines pour jaser de feedback. Parce qu'on s'était promis, on avait promis aux auditeurs de leur revenir avec un épisode là-dessus. Puis ben on avait trop le goût de parler d'immunité au changement parce que je le vis en ce moment avec toi en coaching. Toi, t'es là-dedans. Fait qu'on s'est dit, ben aussi bien battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais on va refaire un autre épisode d'ailleurs avec Sophie, justement. Ce serait une discussion à toi. Moi aussi, j'ai super hâte. Donc, merci, Julie. Puis on se dit bye-bye, à la prochaine. Merci, Sarah. Bye.